Bonjour à tous, bonjour Anne, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Je voudrais commencer par une question assez large qui est pour Air France et dans le domaine de l'aérien. Quelles sont les zones de valeur pour la data? En quoi est-ce stratégique? Et finalement, est-ce vraiment une transformation? Alors, c'est stratégique depuis longtemps. En discutant avec Jean-Christophe, on se disait qu'on était dans une industrie à marge opérationnelle, si on regarde sur le moyen-long terme, assez faible. Et donc, je dirais qu'on a pris l'habitude depuis longtemps d'essayer de tirer des datas, l'essentiel pour piloter notre activité et pour optimiser le taux d'utilisation de nos avions, optimiser les plannings de nos 31 000 personnels navigants sur Air France KLM. On a créé, pour montrer que c'est vraiment dans l'ADN, peut-être de l'industrie aérienne, en tout cas d'Air France et d'Air France KLM, on a créé le premier département de recherche opérationnelle il y a 60 ans. Il est toujours vivant, sa responsable est dans la salle, et il est toujours plébiscité, sollicité, harcelé par les différents business pour continuer à sans cesse optimiser. Je crois aussi que l'industrie du transport aérien, c'est une industrie, elle offre un service qui n'est pas stockable, qui est très soumis au temps réel, qui est très combinatoire, puisque tu le sais, on a au niveau d'Air France KLM 100 millions de passagers par an, 2300 vols par jour, 550 avions qui volent H24. Et donc, la pression du temps réel plus la combinatoire fait que les sujets sont complexes. Et c'est vrai que l'arrivée du big data, l'arrivée de la puissance de calcul a finalement donné un peu des ailes à cette transformation de la data. Chez Air France KLM, ça a clairement commencé par les données clients, avec 2 projets emblématiques pour nous. Il y a quelques années, nous avons créé notre propre outil en interne d'optimisation continue de la recette, ce qu'on appelle yield ou le revenue management, qui voilà, c'est aussi dans l'ADN des compagnies aériennes, mais utiliser le big data pour pouvoir en 7/7, 24/24 optimiser la recette en s'appuyant sur un historique de 2 ans de données, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par le passé. Un autre exemple emblématique et qui a beaucoup de valeur, c'est la création d'une base de données client qu'on appelle Operational Customer Platform. Merci Jean-Christophe. Et qui récupère toutes les données clients, tout l'historique de nos clients, qu'ils veulent bien évidemment nous confier, et qui alimente toute la chaîne de service. Donc toutes les données sont à disposition de tous les acteurs d'Air France, depuis la réservation, l'agent qui va être en contact à la réservation a accès à ces données, jusqu'au personnel en escale, dans l'avion, les pilotes, les hôtesses et stewards. Ceux qui sont mobiles et qui ne peuvent pas transporter leur laptop partout, on les a dotés depuis 2013 d'iPad. Et ça permet, alors je pense qu'on a poussé assez au bout le case management, c'est-à-dire le fait de pouvoir enregistrer à un moment, capter une donnée client par un des acteurs de la chaîne, le propager en temps réel sur tout le reste des acteurs, ce qui fait que la relation est personnalisée. On ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui va à un enterrement ou quelqu'un qui va pour sa lune de miel à Tahiti. On ne parle pas de la même façon, on ne sert pas de la même façon un client qui a eu un aléa en amont de la chaîne. Et donc, ça a vraiment révolutionné pour moi la relation client. Donc, on voit bien que l'intelligence artificielle, ça place pour Air France l'humain vraiment au cœur. Et on a, je dirais, des applications pratiques comme celle-là. On a l'application Air France, l'app mobile, qui aujourd'hui est un compagnon de voyage pour les voyageurs fréquents et qui donne des infos à la fois personnalisées de temps réel. On a aussi beaucoup d'utilisations qui s'appuient sur ces bases de données clients autour des chatbots. On répond à nos clients sur les médias sociaux, c'est 8000 messages qu'on reçoit tous les jours, et la moitié sont répondus avec l'assistance de chatbots. Donc, autour du client, beaucoup de développement ces dernières années. On voit bien que la data, ce n'est pas seulement la donnée client, et aujourd'hui, on est en train d'investiguer de nouvelles frontières, en particulier sur la performance opérationnelle, la ponctualité, la régularité, tous ces fondamentaux d'une airline. Et puis, et ça c'est plus nouveau, l'environnement, comment on baisse notre empreinte environnementale en optimisant nos data. On en parlera un peu plus tout à l'heure.
Alors, la crise sanitaire touche de plein fouet le secteur aérien. Et du coup, la question, c'est quel impact cette crise de la Covid a sur votre projet de data transformation? Alors, aujourd'hui, et surtout aussi, comment voyez-vous l'évolution du rôle de la data dans le monde d'après? Alors, la data nous sert énormément dans, je dirais, le pilotage de la crise. Très clairement, le monde est complètement incertain. Les possibilités de voyage, les restrictions, les conditions changent tous les jours, puisqu'il n'y a pas seulement ce qui se passe en France, il y a ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, le sujet n'est pas tant de prendre une décision suroptimisée à la deuxième décimale que de prendre une décision juste et rapide. Et surtout, de vérifier l'impact de cette décision juste après d'avoir une boucle courte. Et donc, il faut avoir une analyse de la situation très rapide. Et pour ça, il faut une bonne analyse de nos datas, de nos tendances de réservation, de nos tendances court terme, moyen terme, long terme, qui permettent d'adapter notre programme de vol aujourd'hui toutes les semaines. On a un programme adapté toutes les semaines. Et évidemment, sans la data, on serait incapable de faire ça. On adapte également l'activité de chacun de nos business en fonction de l'activité programme toutes les semaines. Donc tout le monde est en activité partielle et ce taux est modulé toutes les semaines. Et évidemment, l'impact sur les coûts et la variabilité des coûts de la compagnie est énorme. Pour la crise, il y a aussi une autre dimension, c'est l'utilisation des données sanitaires. On doit aujourd'hui vérifier quasiment sur tous les parcours que nos clients se présentent avec un test Covid, donc test PCR, test RT-LAMP. Une des difficultés est que les tests sont produits par différents labos avec différents certificats. Et donc le sujet de pouvoir partager à terme des données sécurisées qui seront une forme de passeport santé, ça peut faire peur, mais dans la réalité, c'est comment standardiser une information, s'assurer qu'on n'a pas des faux tests, ça a pu arriver. Demain, peut-être, nous ne sommes pas décideurs, mais des demandes de vérifier des vaccins sur certaines destinations. Et donc, partager ces données entre les producteurs de ces données, qui vont être les labos ou des centres médicaux, et puis les utilisateurs que sont les compagnies aériennes ou les aéroports. Et pas que Air France, du coup. Pas que Air France. Et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à avoir un écosystème de données partagées, évidemment dans le respect du GDPR et de la sécurité des données clients. Donc voilà, il y a beaucoup de tests, beaucoup d'expérimentation, mais c'est une frontière effectivement à franchir. Alors, la data, c'est pas seulement surmonter la crise à court terme, c'est aussi préparer l'avenir. Nous, notre conviction pour passer un cap, c'est qu'il faut justement arriver à avoir des écosystèmes de données partagés, sécurisés. Donc, on veut vraiment passer ce cap-là et on est partenaire de Gaia-X avec Amadeus et avec Aéroports de Paris pour pouvoir justement créer alors, ce qu'on appelle un Data Space Travel and Transportation. Jean-Christophe pourrait le décrire de manière beaucoup plus détaillée que moi, mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une vraie transversalité de la donnée et qui dépasse sa propre entreprise aujourd'hui. Très bien, merci. On va passer un petit film. Alors justement, une vidéo sur l'estimation de la recette des vols futurs. Donc si on peut voir la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Francine Quintel, je suis directrice du programme court et moyen courrier d'Air France et je vais vous parler du projet d'estimation de la recette des vols futurs que nous avons lancé il y a quelques mois avec la recherche opérationnelle d'Air France. Au sein du programme, nous sommes en charge de définir et de construire le réseau des vols court et moyen courrier d'Air France. Ceci veut dire décider des destinations à desservir, de leur fréquence, du nombre de vols, mais aussi du type avion, des horaires. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un certain nombre de données, qu'elles soient liées aux coûts, aux revenus, mais aussi aux tendances d'engagement, tout un tas de data qui nous permettent de confirmer notre objectif de rentabilité du réseau. Donc cette partie est faite plutôt
à long terme la définition de la structure. En revanche, à plutôt court et moyen terme, environ 2-3 mois avant le départ, nous sommes amenés à effectuer des ajustements sur notre programme initial parce que certaines destinations sont moins demandées que ce que nous avions anticipé ou à l'inverse, d'autres destinations le sont plus. Et dans le cadre de ce process d'ajustement des vols à 2-3 mois avant le départ, nous avions identifié un problème qui est notre capacité à estimer de manière correcte et fiable les recettes attendues sur ces vols futurs. C'est un process qui est difficile en raison de l'ampleur du réseau d'Air France et du nombre de données à intégrer. C'est pourquoi nous avons décidé de faire appel à la recherche opérationnelle pour nous aider à modéliser cette prédiction de recettes des vols futurs. La réalisation a eu lieu en plusieurs étapes. Nous avons déjà lancé une phase exploratoire de discussion et d'échange intense entre les équipes métiers du programme d'Air France et les équipes de data scientists de l'IT, afin d'une part de définir précisément notre besoin, d'autre part d'expliquer notre définition de la recette attendue des vols pour que, côté IT, ils puissent identifier les bonnes sources de données à intégrer dans la modélisation de leurs prédictions. Nous sommes encore à une étape, on va dire, initiale du projet, dans le sens où nous venons simplement de conclure un premier POC qui est cependant assez prometteur, puisque celui-ci a permis de montrer que nous avons réussi à diviser par 2 le taux d'erreur de prédiction de recettes des vols futurs. Donc ces résultats prometteurs nous permettent d'envisager pour les prochaines étapes, d'une part, une confirmation de notre business case pour ce projet, d'autre part, d'envisager une structuration plus complexe et plus industrielle du projet, afin, dans les prochains mois, d'intégrer complètement ce modèle de prévision au sein de notre prise de décision du programme d'Air France. Alors peut-être Jean-Christophe, sur l'ensemble des applications que vous lancez au sein d'Air France, donc il y a de l'innovation, il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà des applications at scale avec des impacts très forts. Comment est-ce que vous qualifieriez les défis les plus importants? Est-ce que c'est au niveau plutôt de la technique, au niveau du travail entre l'IT et la partie business de l'entreprise? Est-ce que c'est plus sur des problématiques humaines? Quels sont un peu les grands défis? Alors, comme l'a dit Anne, je pense que le transport aérien, c'est un métier qui est assez vieux en matière de technologie de l'information. On a des systèmes qu'on a arrêtés récemment qui ont 45 ans. Et je pense que l'informatique, ce vieux mot, c'est 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sources de production. Ces sources de production, aujourd'hui, on les a traitées, on les a consolidées, ça a été dit par pas mal de collègues ce matin, dans une infrastructure centralisée avec des data lakes. Alors, il y a un data lake virtuel pour le groupe, je rappelle, c'est Air France KLM, et des data lakes qui sont possibles par airline ou par métier, 3 grands métiers, le cargo, l'industriel, sur lequel on verra tout à l'heure une vidéo, et le commercial. On a autour de ces données plusieurs cas d'usage. Le traditionnel data warehouse qui permet de calculer des KPI, de faire du pilotage top-down. On a des outils aujourd'hui qui permettent de faire du temps réel, et je vais y revenir parce que c'est un des défis de mon point de vue technologique. On a des outils d'analyse, de découverte, autour duquel évidemment l'intelligence artificielle et tous ses moteurs. Et puis il ne faut pas oublier, et ça aussi c'est un défi de mon point de vue, les outils de visualisation. On n'en a pas trop parlé depuis ce matin, mais je pense que ce qui est important dans les données, c'est de les voir. De voir des courbes, de voir des modèles qui changent, et donc 2, 3, on est plus productif avec 3 écrans qu'avec un seul en la matière, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Donc pour nous, dans les défis, c'est d'abord de maîtriser cette infrastructure centrale. Comme l'ont dit beaucoup de collègues, on est dans un modèle hub and spoke, un hub central autour des données, producteur tous les systèmes, également des données qui viennent de l'extérieur, beaucoup de données qu'on récupère de l'extérieur. Par exemple, pour faire des prévisions de recettes, il faut aussi regarder quelles sont les tendances d'engagement ailleurs, et puis qu'est-ce qui s'est passé en termes de réservation récemment. Donc tout ça, on traite, on digère, on met à disposition, et ensuite on peut visualiser et calculer. Donc parmi les grands défis, il y a un premier défi qui est un défi d'adaptabilité. Je pense que Anne a un peu décrit dans quelle situation on est.
comment pouvoir faire parler les données, transformer ces données en informations et en connaissances avec des historiques qui ont plus beaucoup de valeur. Ça a été dit d'ailleurs ce matin par Sylvain dans son introduction. Donc cette variabilisation de nos outils, de nos techniques. 2, capturer l'innovation. Il y en a beaucoup. C'est vrai que le mouvement vers le cloud permet d'avoir rapidement des outils d'analyse de données qui sont extraordinaires. Et chez Air France KLM, on est dans ce mouvement vers le cloud. On y va doucement. On est assez précautionneux de la sécurité des données. Il y a un troisième défi, ça a été dit par Orange ce matin, mais enfin c'est les réseaux. Il faut quand même pouvoir y accéder à ces données, y accéder d'une part, et ensuite dans une boucle temps réel qui permet, une fois qu'on a capturé la donnée, qu'on a analysé et qu'on va prendre une décision, la réinjecter dans les systèmes opérationnels, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc pour ça, il faut des réseaux extrêmement puissants. Il y a évidemment, mais on en parlera un peu plus tard, des enjeux autour de la sécurité, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Et puis, dernier point, très intéressant pour nous, dans les enjeux techniques, c'est l'ouverture à l'écosystème. C'est vrai que sur ces questions, par exemple, de santé, les 3 alliances, SkyTeam, OneWorld et puis la troisième, voilà, on réfléchit tous à l'idée de dire est-ce qu'on peut intégrer dans nos process des données de santé qui ont évidemment été mises à disposition par l'ensemble des acteurs et avec l'autorisation des passagers, de les mettre à disposition une seule fois pour l'ensemble des acteurs de la boucle et pouvoir, dans le flot de traitement du passager, dire oui, non, peut-être. Bon, donc ça, c'est des grands défis et je pense que le cloud, certainement, va aider. Donc, technique. Il y a un deuxième défi, qui est un défi humain. Alors, on a de la chance parce qu'on a, nous, une équipe de recherche opérationnelle où il y a plus de 100 personnes déjà. Et petit à petit, des data scientists, alors vraiment métiers dans les métiers, on a recruté 30 data engineers aussi pour maîtriser la technique dans les 3 dernières années, mais ça reste quand même un défi parce que le marché est extrêmement captif, parce qu'il faut, voilà, il y a une politique de retain qu'il faut absolument garantir. Et le dernier défi, qui est peut-être le plus important pour moi, c'est pas un défi technique, c'est pas un défi humain, c'est juste un défi d'imagination. On a devant nous une source inépuisable, c'est une matière première qui, alors pour le coup, elle n'est pas en voie d'extinction, d'ailleurs c'est un problème, il va falloir quand même drainer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Mais vraiment de nouveau, enfin, au-delà du process récurrent. Et là, je crois qu'il y a un travail d'abord d'appropriation, de formation, d'incitation. Je crois qu'il y a des choses extraordinaires à faire, notamment en croisant les métiers, en croisant les disciplines, la finance avec le cargo avec l'industriel avec le passage, voilà. D'accord. Et du coup, d'un point de vue plus opérationnel, concrètement, comment faites-vous? Et notamment, si vous pouvez nous parler d'un sujet qui a été évoqué ce matin, comment vous gérez le passage à l'échelle? Alors d'abord, je ne dis pas qu'on gère partout le passage à l'échelle. On est nous aussi, comme beaucoup de collègues ce matin, on démarre par des POC, on fait des petits outils d'intelligence artificielle. Et puis parfois, le passage à l'échelle, il est réussi si les dirigeants des métiers y voient leur intérêt. Il faut quand même qu'il y ait de la valeur. Donc la vraie question, c'est comment on arrive à mesurer la valeur tangible, la valeur qui peut être d'ailleurs interne, en termes de performance des processus, qui peut être externe. Un bon exemple, et je crois qu'il va y avoir une petite vidéo qui va le montrer, c'est la capacité à prévenir des défaillances techniques sur des appareils, donc de la predictive maintenance, comme on dit. En fait, Air France KLM entretient un grand nombre d'appareils, un grand nombre de moteurs pour plus de 200 compagnies. On s'est rendu compte que la donnée qui est utile pour nous-mêmes pour faire de l'analyse prédictive et réduire nos coûts de maintenance et améliorer la fluidité d'usage des appareils, on peut le vendre à nos clients, en fait. Et ça devient un vrai produit. Ça devient une ressource. Et plus généralement, moi je crois beaucoup au passage à l'échelle qui se fondera sur de la valeur de l'écosystème et des business platforms, sujet qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui. Mais ces business platforms, qui sont des plateformes où les données vont pouvoir s'échanger, se partager une fois, ce qui permet de faire des gains d'ailleurs de stockage. La donnée n'existe qu'une fois, elle est partagée par l'écosystème. En fait. Voilà. Et le cas de Prognos, dont on va peut-être voir une petite vidéo dans un instant, c'est ça. C'est un passage à l'échelle industrielle qui se fonde sur de la valeur, sur du chiffre d'affaires en fait, sur du chiffre d'affaires, purement. Bien, écoutez, bonne transition. Je propose qu'on voit cette vidéo sur le big data de la maintenance prédictive. Bonjour, je suis David Vasquez, je suis en charge du programme Big Data de la maintenance d'Air France. Je suis ici pour vous parler de la maintenance prédictive.
La maintenance, c'est sa responsabilité et le maintien des aéronefs en conditions opérationnelles, donc s'assurer que tous les avions peuvent voler en toute sécurité et dans le respect de la réglementation. La maintenance d'Air France est aussi une activité non seulement qui travaille pour la flotte d'Air France et de KLM, mais aussi pour tout un tas de compagnies clientes. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 compagnies aériennes qui sont clientes de la maintenance d'Air France, et ce qui représente à peu près 2000 avions dans le monde qui sont maintenus par Air France Industrie. Alors, le contexte, toute notre activité vise à pouvoir améliorer la disponibilité de nos avions. Pour que cette disponibilité soit efficace, il faut éviter tous les impacts opérationnels qui sont liés à des pannes qui sont non prévues, donc qui pourraient entraîner un retard très important, pouvant même aller jusqu'à l'annulation du vol. Au début du projet, il n'y avait que deux types de maintenance. La maintenance corrective, c'est-à-dire j'ai déjà le problème, il faut que je le répare, donc ça on est déjà trop tard. Et la maintenance préventive qui, elle, intervient, on va dire, un petit peu en amont, mais qui arrive peut-être un peu trop tôt ou qui n'est pas forcément appropriée par rapport au contexte. Et ce que nous allons chercher à réaliser, c'est être beaucoup plus proactif et pouvoir avoir l'action de maintenance qui soit au meilleur moment, sans impacter nos opérations. On a décidé d'essayer d'exploiter différemment les données qui étaient mises à disposition par les avions. À la base, sur un but de projet Big Data, on s'est lancé dans un POC pour pouvoir déterminer si on pouvait identifier des signaux précurseurs ou des patterns qui étaient liés aux pannes que nous rencontrions. À la fin du POC, nous avions quand même des résultats assez intéressants, donc on l'a testé sur d'autres événements pour prouver la valeur des modèles qui étaient réalisés. Nous avons industrialisé notre premier système qui permettait de prédire des pannes sur des pompes à carburant 3 semaines à l'avance. L'expérience qu'on en tire, c'est qu'une petite idée par une personne qui est dans un hangar a pu nous aboutir à améliorer de manière conséquente les opérations d'Air France, de KLM et de ses clients, et qui même est parvenu à devenir un service digital pour le bien de tous. Alors Anne, dernier thème mais très important. Évidemment, la problématique du développement durable est au cœur des considérations liées à l'aérien. Et donc dans ce cadre-là, voyez-vous un rôle particulier dans l'utilisation de la data pour répondre à ce défi? Oui, alors on a déjà des applications live de ce que la data peut amener en diminution de l'empreinte carbone. En matière d'éco-pilotage, on utilise la solution qui est développée par Open Airlines, qui a été développée en partenariat avec Transavia et Air France. Donc il s'agit d'analyser les milliers, même les millions de données de chacun de nos vols, Air France et Transavia, pour repérer les trajectoires optimales en termes de consommation carburant. Donc on ne fait pas une thèse pour savoir en problème théorique quelle serait la meilleure trajectoire, on regarde le réalisé, ce qui permet ensuite de pousser en recommandation à nos pilotes qui hébergent les solutions justement sur leurs iPads, pour qu'ils puissent choisir la meilleure trajectoire. L'éco-pilotage, tous les pilotes d'Air France et de Transavia sont extrêmement engagés, puisque évidemment l'environnement aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'ensemble des salariés qui est très forte. L'éco-pilotage, c'est à chaque fois quelques pourcentages de diminution de la consommation carburant. Donc c'est un enjeu qui est majeur parce que c'est pourcentage par pourcentage qu'on arrivera à atteindre nos ambitions et nos cibles, et donc ça engage toute l'entreprise. Il y a d'autres exemples, si on revient au sol, le fait de partager les données avec les aéroports sur l'optimisation entre le point de parking et le décollage, l'optimisation des temps de roulage, éviter les saturations, ça demande effectivement de concentrer, de partager beaucoup de données aéroports, et ça, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons depuis longtemps.
et qui sont live. Et puis en vol, un projet qu'on attend, je dirais, avec impatience. On sait qu'aujourd'hui, la façon de gérer le trafic aérien européen génère et est fait de manière fragmentée, que les données ne sont pas encore totalement partagées entre les différents pays, que les trajectoires du coup ne sont pas directes, elles sont très curieuses quand on les regarde, et on sait qu'on aurait un gisement de l'ordre de 10% en moyenne d'amélioration de la consommation si on avait un ciel unique européen, un partage des données et une optimisation qui est globale au niveau européen. 10%, c'est absolument majeur, c'est très atteignable, la techno est là, il faut maintenant effectivement que ce soit déclenché, c'est un excellent projet et qui est majeur pour notre empreinte et l'empreinte de toutes les compagnies européennes d'ailleurs. Et puis, on vient de le voir, Prognos, alors on se dit qu'est-ce que ça a à voir avec l'environnement? Quand vous avez un avion qui est planté dans une escale africaine ou américaine sur laquelle on ne peut pas dépanner parce qu'on n'a pas, voilà, il faut que ça revienne à la base pour qu'on ait toutes les capacités de dépannage. On est souvent, parfois, obligé de convoyer à vide cet avion, de renvoyer un avion, un autre appareil pour ramener les clients. Et donc, évidemment, d'un point de vue vertu environnementale, Prognos nous évite pas mal d'événements de ce type. Et donc, je crois que toute la prédiction peut nous aider à diminuer les aléas qui sont le quotidien d'une compagnie aérienne. Merci beaucoup. Merci bien, Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe Lalanne. Merci bien. Merci beaucoup.